Salut, c'est John. Aujourd'hui, je vous fais quelques passages choisis sur le livre sur culture individuelle et culture de masse aux éditions Que sais-je de Louis Delot. Alors, c'est un livre qui date un peu des années 90, mais il vous donnera un aspect historique de comment était perçue la culture individuelle et la culture de masse par cet auteur à cette époque. J'espère que ces passages vous plairont et qui vous donneront envie d'écouter d'autres vidéos. Bien à vous. Chapitre 3. Sciences, technologie et culture moderne. Comment le besoin d'avoir, d'être et de participer davantage dont il semble qu'ils traduisent l'essence de la culture moderne, telle que le ressentent l'individu et plus confusément la masse, pourrait se passer de science et de technologie à l'heure du prodigieux essor qui est l'heure aujourd'hui. La culture devenant la quête la plus élevée de l'homme et d'un nombre d'hommes toujours plus élevé, n'apparaît-il pas que les sciences apportent à la première de ces aspirations et les techniques à la seconde une capitale contribution? L'humanité a été à ce point imprégnée par leurs progrès cumulés que le choc subi par elle au cours du dernier siècle est sans équivalent dans le passé. Pour mesurer la portée actuelle du phénomène sur le concept de culture, que celui-ci concerne l'individu ou la masse, on distinguera entre les sciences et les techniques. 1. Science et culture moderne. Qu'est-ce que la science? Un effort pour rendre le monde intelligible, pour en donner une explication rationnelle qui satisfasse l'esprit, en lui permettant la connaissance des lois de la nature. Connaissance intéressante en soi par son caractère d'information objectif, mais également précieuse par ce qu'elle apprend à l'homme de lui-même et de la situation dans l'univers où l'esprit se trouve cerné par la matière, malgré l'apparence contraire qui lui donne un visage inhumain. À force d'objectivité, la science offre un intérêt humaniste et culturel évident. L. Maillard, Manuel de philosophie 1963. Cette définition et ses commentaires soulignent d'emblée que si la science et la culture se contrarient, ce n'est qu'apparence, la science ayant avec celle-ci d'évidentes affinités, aussi bien l'austérité parfois rébarbative de la science rejoint-elle la culture dans ce que celle-ci a elle-même d'objectif et de quantitatif. Mais surtout l'une et l'autre sont effort, raisonnement au plus haut degré d'exercice de l'esprit, en même temps que réponse à l'interrogation de l'homme sur tout ce qui l'entoure à l'assaille. Dans cette science, à la fois méthode et champ d'action de la pensée, les sciences sont les composants d'autant de disciplines au nombre et aux frontières d'ailleurs très imprécises, si ce sont ces dernières et à l'époque présente que nous avons à l'esprit dans leur relation avec la culture. Il faut bien reconnaître, comme ce fut longtemps le cas pour culture et culture au pluriel, que les deux mots sont souvent employés indifféremment dans le langage courant. 2. Un renversement de position. Les Grecs ne concevaient pas les sciences séparées de ce qu'elles entendaient par culture. Cette haute culture, qui ne pouvait être que l'apanage d'élite, Isocrate et Platon notamment sont formels à cet égard. Il est vrai que faible était le nombre catalogué des sciences dans l'Antiquité et limité à l'état des connaissances d'une civilisation plus portée à la spéculation qu'au perfectionnement matériel. Mathématiques et astronomie s'y trouvaient particulièrement à l'honneur et avaient atteint un degré élevé. Aussi bien le principe d'Archimède que la pensée et le système de Ptolémée ont-ils rayonné plus de 15 siècles après la mort de leur auteur. Et pendant 15 siècles aussi, la science destinée s'est dissociée de la culture. Les Romains se préoccupaient plus de réalisation matérielle et technique que de recherche fondamentale.
Les hommes du Moyen Âge jugeaient quant à eux que les seules sciences méritant d'être étudiées étaient la théologie et la philosophie. À partir de la Renaissance et au temps classique, bien que les humanités fussent considérées comme le seul langage indispensable dans un honnête homme, les sciences, notamment avec l'illustration que leur donnèrent Descartes, Pascal et Newton, ont recommencé à frapper à la porte de la culture. La grande percée s'est cependant opérée au XVIIIe siècle sous l'influence des philosophes et des encyclopédistes, hantés par le progrès de l'esprit humain auquel les sciences mieux que toute autre connaissance ne pouvaient que donner une décisive impulsion. Dès lors, si on se refuse encore dans l'opinion éclairée à assimiler science et culture, la parfaite aux premières s'accroît désormais constamment dans l'instruction des élites. Le chemin à parcourir pour que les sciences soient intégrées dans la culture a rencontré néanmoins jusqu'à nos jours de fortes résistances de la part des partisans convaincus de la supériorité de la culture littéraire et classique. En France spécialement, les savants eux-mêmes ont longtemps douté de leur cause et Pasteur, dans une lettre de Nissa écrite en 1878, déclarait «Les lettres planent au-dessus des sciences». Ces temps sont révolus. Si la République de 1793, à s'en référer au cas de Lavoisier, n'avait pas besoin de savants, les républiques actuelles ne sauraient s'en passer. Les sciences ont conquis à ce point leur lettre de noblesse culturelle que l'enseignement donné dans tous les lycées collège leur part est prépondérante et bénéficie même, dans les sections classiques, de plus en plus réduites et désertées, d'un horaire substantiel. La situation s'est renversée, on est entré dans un nouvel âge, succédant à la culture spéculative de l'Antiquité grecque, à la culture politique des Romains, à la culture religieuse du Moyen Âge, aux humanités de temps moderne. La culture scientifique et positive va-t-elle à présent tout emporter? Au siècle passé, les savants poursuivaient leurs recherches isolées à l'écart du monde, encore peu transformés par les techniques. La plupart des hommes n'avaient fréquenté les sciences et de façon discrète que pendant leurs années de classe et n'en entendaient presque plus parler le restant de leur vie. L'univers d'aujourd'hui témoigne au contraire d'une science omniprésente. Littérature scientifique ou pseudo-scientifique, magazines, revues spécialisées prolifèrent, connaissent des tirages sans précédent, émissions radio ou télévisées, films et expositions consacrés aux sciences sollicitent l'attention, assaillent même l'esprit et chacun se sent concerné par eux. Les congrès scientifiques de toutes disciplines qui, à la fin du siècle dernier, groupaient quelques dizaines de personnes, réunissent souvent à présent des milliers de participants. L'atmosphère en est imprégnée et l'écho y retentit des exploits des astronautes, des atomistes, des électroniciens et de combien d'autres. La Cendrillon d'hier est courtisée par tous et d'abord par les pouvoirs publics qui la favorisent systématiquement et budgétairement, bien plus la science s'est faite itinérante comme jamais auparavant. Les savants du monde entier, invariablement subventionnés, se rencontrent dans la cadre d'innombrables colloques, symposia et autres tables rondes pour confronter leurs travaux. Face à ce phénomène de massification scientifique, le citoyen cultivé, cherchant à entrevoir ce que sera la civilisation du XXIe siècle, ou l'aspirant à une solide culture moderne, s'interroge. L'homme, en effet, n'a pas seulement besoin de certitudes scientifiques, le doute bénéfique que lui procurent les lettres et l'enchantement des arts sont aussi nécessaires à la trame et au décor de sa vie. Comment, entre cette indignité d'hier et cet excès d'honneur aujourd'hui, les sciences rétabliront-elles un juste rapport avec la culture, sans la dénaturer ou la remettre en cause? 3. L'obstacle du vocabulaire. Constatons d'abord l'impossibilité présente et formelle pour la science ou les sciences de s'incorporer au vocal culture.
en se qualifiant d'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO offre l'exemple le plus frappant de l'allergie entre les deux mots. Cette apparente exclusion de la science, contestable en 1945, est de moins en moins justifiée aujourd'hui, après l'énorme nouveau pas en avant accompli des pays lors par les sciences. Le ministère français des Affaires étrangères n'a pas mieux surmonté l'obstacle puisqu'en dépit de son souci de mettre l'accent sur les sciences et même les techniques dans son effort de diffusion à l'étranger, la direction qui s'occupe des affaires culturelles reste intitulée Direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques. Conserverait-on une semblable disjonction pour les lettres et les arts si naturellement incorporée à la culture qu'il ne soit plus besoin d'en faire mention pour les savoirs englobés? Il y a, il est vrai, un phénomène général. Dans aucun pays, il ne semble aller de soi que le mot culturel englobe le mot scientifique. Il fait que les ministres des Affaires ou la recherche scientifique ne sont pas subordonnés au ministre de la Culture est également significatif. 4. Impersonnalité et hermétisme. Si le mot culture est impuissant à recouvrir les sciences, c'est semble-t-il que celles-ci ont une spécificité les rendant impropres à se laisser assimiler, sans qu'on en puisse pour autant inférer qu'entre les sciences et la culture il y ait antinomie. Or, cette spécificité des sciences vient surtout de leur impersonnalité, variable selon les disciplines, mais que toutes ont plus ou moins en commun. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a opposé au nous des savants le jeu des écrivains et des artistes. Certes, un Einstein, un Oppenhauer, un Lysenko, un Fleming, un Bogly, un Lorentz, mort en 1989, fondateur de l'éthologie, ont de l'importance de leur découverte à leur génie propre et à la lignée de ses maîtres n'est pas près d'être tarie, mais ils ont été aussi le maillon d'une chaîne de recherche formée des savants qui les ont précédés et de ceux qui leur ont succédé. Tôt ou tard, l'Eureka d'Archimède devait surgir, succession de traits de lumière dans l'incessante marche de l'humanité vers la maîtrise et la matière des forces de la nature. Et c'est d'ailleurs un grave problème pour la science moderne que le gaspillage d'efforts, traduit par le manque d'information et de concertation, de sorte qu'au même moment l'étincelle jaillisse, par suite des cloisonnements nationaux ou nationalistes en France, en Russie ou en Allemagne. Qu'Aristote, Averroès, Raphaël, Shakespeare, Goethe ou Mozart ne jamais existé, la perte pour la civilisation était irremplaçable et Pascal ne serait pas resté ce qu'il est et s'il n'avait été qu'un pur et même génial physicien. Si de tels penseurs et artistes ont confiné à l'insurpassable la servitude des savants, si grand soit-il, serait-elle de sombrer assez vite dans l'oubli, condamnés qu'ils sont à être dépassés par leurs héritiers et ainsi la mécanique ondulatoire reposant sur le constat que la nature est association d'ondes et de corpuscules fait qu'aujourd'hui problème, comme pourront le faire demain d'autres grands théoriciens. La personnalité des sciences est renforcée aujourd'hui par l'exigence d'une recherche menée de façon collective. Le travail en équipe est imposé par la croissante complexité des sciences, faute de quoi le progrès n'est plus concevable. Le prix Nobel scientifiques sont ainsi attribués de plus en plus fréquemment à des équipes de savants. De même, dans certaines branches des lettres ou des arts, les œuvres collectives s'imposent, créateurs et réalisateurs gardant malgré tout leur marque propre parce qu'elles confinent à présent aux disciplines scientifiques ou encore l'effort demandé est devenu trop considérable pour une seule personne. Par exemple, les grandes études historiques où l'intervention croissante des techniques est rendue nécessaire, architecture, spectacle, audiovisuel et surtout septième art, que serait même un écrivain de théâtre sans les acteurs et les metteurs en scène.
Le travail en équipe, devenu condition de la recherche scientifique et des arts de masse, séduit aussi davantage les esprits modernes plus grégaires et portés à goûter ces grands spectacles que sont parmi d'autres les festivals, les Jeux olympiques tant d'hiver que d'été, les 16e Jeux olympiques d'hiver ont eu lieu à Albertville, Savoie, en février 1991. Les 21e Jeux olympiques d'été se sont tenus à Barcelone en juin de la même année. La science elle-même inquiète moins les pays socialistes que l'individualisme inhérent à toutes les formes d'expression littéraire ou artistique, avec les risques d'idées subversives ou non conformistes que celles-ci comportent. Le relatif anonymat du savant lui fraye en demeurant plus aisément une place avisée dans une société où tout ce qui est collectif et de surcroît produit de progrès mesurables est particulièrement à l'honneur. À Katangorодsk, en Sibérie, n'est-elle pas une cité entière vouée à la recherche scientifique? Partout aussi, les sciences paraissent mieux à même que les autres disciplines de l'esprit de répondre aux impératifs d'une culture considérée de plus en plus sous ses aspects utilitaires et sociaux. Leurs orientations vers une certaine libération et le mieux-être de l'homme ont un côté exaltant, alors que la valeur des chefs-d'œuvre intemporels de l'art et des lettres n'est plus aussi nettement perçue. C'est là un autre aspect du risque d'accaparement de la culture par la science, comme si, après des siècles de brimade, celle-ci voulait prendre sa revanche au lieu d'apporter sa contribution à la recherche d'un équilibre culturel indispensable pour la société comme pour l'individu. Passage suivant. 7. La querelle des deux cultures. Que pensa alors de la querelle des deux cultures où s'affrontent littéraires et scientifiques, un but de leur supériorité respective, n'apparaît-elle pas comme une nouvelle querelle des anciens et des modernes? Un écrivain anglais, C.P. Snow, romancier et physicien et de surcroît membre de la Chambre des Lords, symbole en lui-même de la pluralité des cultures, a, en 1956 et 1959, consacré deux ouvrages, précisément intitulés Les deux cultures et les deux cultures et la révolution scientifique, à ce débat qui n'est pas nouveau, mais auquel les fantastiques progrès des sciences donnent aujourd'hui une acuité particulière. Observant l'écart croissant entre littéraire et scientifique, les premiers se flattent d'ignorer la deuxième loi de la thermodynamique et les seconds Shakespeare, Lord Snow estiment d'abord que la culture scientifique est aussi une vraie culture. À l'ère de l'atome, de l'espace, de l'autonomisation et de l'électronique, personne ne peut ignorer ces problèmes sans culture scientifique qui aurait compris hier la révolution industrielle et saisirait aujourd'hui le sens de la seconde. Aussi bien, toutes les nations se mettent dans la course qui doit leur donner un visage moderne, les plus évolués cherchant à se trouver à la pointe du progrès scientifique et technologique. Hier, les soviétiques avaient même calculé combien il leur faudrait d'hommes et de femmes convenables, éduqués, pour se placer au sommet de la révolution scientifique. Les chercheurs procèdent d'ailleurs avec une vision plus réaliste que les littéraires et se veulent avancer. Cette dernière tendance influence sur leur comportement politique, ce qui les amène à se situer souvent à gauche. Ils sont aussi plus égalitaires, plus désintéressés et plus démunis que les créateurs littéraires et artistiques, enrichis parfois par de substantiels droits d'auteur. Les lettres et les arts gardent, malgré tout, une valeur irremplaçable pour la formation de l'esprit. Si les savants mettent en avant la recherche dont les littérateurs n'éprouvent pas le même besoin, ceux-ci, en revanche, sont le culte du beau et de l'éternel que les scientifiques négligent souvent. D'admettre que les cultures littéraires ou les cultures scientifiques seraient réduites les unes et les autres à n'être que des sous-cultures, des dialectes par rapport au langage de l'esprit. Il s'agit donc d'une fausse querelle de science et lettres, même si,
À juste titre, les premières ont marqué des points devant coexister au sein d'une culture moderne, authentique. Un compromis doit s'opérer lorsqu'on appelle à la recherche d'une troisième culture, en qui certains voient la culture de masse de l'avenir. En fait, les systèmes les plus divers doivent s'élaborer de façon que chacun trouve la formule convenant le mieux à l'épanouissement de sa personnalité. Multiples seront ainsi les troisièmes cultures. En France, au cours des dernières décennies, le débat a pris un tour quelque peu sui generis ou littéraire, féru de culture classique et des exercices intellectuels qu'elle représente, enclin à assimiler volontiers littérature et culture. Les scientifiques ont fait valoir les avantages de leur formation enrichissante, certes des connaissances, mais aussi dressage, gymnastique salutaire, effort imposé à l'esprit, entraînement des facultés. Les pédagogues ont discuté principalement à propos de l'enseignement secondaire des métiers comparés de la culture littéraire et de la culture scientifique. En ayant pris longtemps le parti des littéraires, l'université française a eu un rôle dommageable car c'est un tel état d'esprit qui a été dû le retard accusé par la France dans le domaine scientifique, comparativement à l'Angleterre et à l'Allemagne, pour ne rien dire des États-Unis. Aujourd'hui, c'est l'inverse, les universités et l'éducation nationale s'en prennent au latin et au grec, les humanités ainsi condamnées à être supprimées, en tout cas très réduites dans l'enseignement secondaire, alors que ces deux langues ont été à la base de la langue, de la littérature et de la pensée française. Ce serait passé d'un excès à l'autre, la question est urgente et l'équilibre doit être établi, car alors une très grave erreur serait commise irréparable. Passage suivant. 2. Les technologies en tant que moyen d'acquisition de la culture. Si à présent les technologies sont comprises comme moyen de culture, elles jouent pourvu que certaines conditions soient respectées, un rôle irremplaçable, et elles jouent de plusieurs façons en libérant l'homme de certaines servitudes de la vie quotidienne. Elles lui procurent la disponibilité et les loisirs dont il appartient alors de tirer un profit culturel en amplifiant les capacités restreintes en soi de la nature. Ainsi, le microphone pour la voix, les jumelles pour la vision, l'ordinateur pour la mémoire, ou en multipliant ce qu'on peut appeler les réalisations techniques du premier degré. Surtout en mettant à sa portée la culture et les différentes cultures du monde, grâce aux techniques de diffusion collective de nouvelles et immenses possibilités, leur sont désormais apportées. Une fois de plus, les médias, s'ils sont en même temps de redoutables concurrents, se retrouvent au carrefour des problèmes de la culture moderne. Ne sont-ils pas venus à apporter un mode traditionnel d'acquisition culturelle, un étonnant renfort en permettant à la fois au plus grand nombre d'hommes d'accroître leurs connaissances et de connaître une plus grande joie de vivre, des secteurs de la population qui se trouvaient jusqu'alors partiellement frustrés, jeunes, nouveaux immigrés, sont directement concernés, en quelque sorte récupérés par les moyens de communication de masse. C'est ainsi que si la jeunesse a constitué à certains égards sa propre culture, si certaines formes musicales comme le pop et le rock sont devenues pour une partie d'entre elles signe de ralliement, c'est beaucoup aux médias qu'elle le doit. Sans doute l'histoire de la culture a-t-elle connu d'autres révolutions techniques qui ont permis chaque fois à un nombre accru d'êtres humains d'y avoir accès. Le moyen de la culture ancienne était extrêmement pauvre et conduisait celle-ci sur un fond de culture populaire qui a toujours existé et n'est que l'apanage de privilégiés. Ainsi, l'homme du Moyen Âge ne disposait-il que des manuscrits sur parchemin, des sermons, des orateurs sacrés, des jeux et des mystères d'inspiration religieuse, et il est vrai aussi de l'admirable spectacle des cathédrales.
L'invention de l'imprimerie est venue qui a eu sur le plan culturel une importance analogue et celle de la poutre à canon dans l'art militaire, de la navigation à vapeur, jouffroid d'amont pour les transports, de la découverte de la circulation du sang à Harvey et de la vaccination contre la variole Jenner pour la médecine. Puis les gazettes lancées par Théophraste Renaudot, la presse au grand tirage, ont élargi à chaque fois le nombre des participants à la culture. Dernier en date, les mass médias permettent à présent d'atteindre tous les hommes et chacun. C'est ce qu'à juste titre soulignent les tenants de la culture de masse, et notamment des arts de masse, sans le cinéma, la radio, la télévision, le disque, les bandes enregistreuses, les magnétophones, les vidéocassettes, les masses n'auraient pas aujourd'hui cette double et prodigieuse possibilité de se divertir et de se cultiver hors du domicile, mais aussi, on l'a vu, et de plus en plus à domicile. Les échanges culturels, notamment sur le plan international, y ont considérablement gagné et l'on peut aussi espérer que la culture de demain en tirera bénéfice en reposant davantage sur les échanges entre pays différents grâce à une présentation plus fréquente des réalisations de l'étranger. Plusieurs aspects de la culture, et non des moindres, ont acquis grâce aux médias une importance inconcevable pour les générations précédentes. Alors qu'il y a 50 ans, les seuls privilégiés de la fortune pouvaient aller au concert, les plus célèbres compositions musicales sont à la portée de chacun, même si, à côté d'elles, une musique médiocre à base d'enregistrement et la chanson où le meilleur côtoie souvent le pire ont peut-être pris une part excessive. Jamais aussi les expositions et salons de peinture n'ont connu un tel succès quant à la vulgarisation des sciences et sous des formes toujours plus attrayantes et diverses. Elles intéressent un public toujours plus large. À la charnière du scénique et du langage, le théâtre se trouve déjà moins favorisé dans les échanges des pays à pays, mais non sur le plan interne, en France notamment, grâce aux centres dramatiques régionaux au nombre d'une vingtaine. En revanche, les lettres ou les sciences les plus hermétiques souffrent dans les rapports internationaux d'obstacles de la langue. Quant à la culture de masse, la jeunesse, devenue nombreuse, influente et argentée, reste en particulier pour les producteurs de la culture industrielle une proie facile, tandis que la vraie culture se trouve souvent injustement sacrifiée à des intérêts mercantiles. 3. Du bon usage des médias. Encore faut-il qu'aux deux extrémités de la chaîne, à l'émission et à la réception, un bon usage soit fait des médias grâce à un code moral minimal. C'est ainsi que producteurs et transmetteurs devraient s'attacher dans le choix des réalisations de programmes à respecter la conscience de chacun, à rechercher les valeurs les plus hautes, à assumer plus complètement leurs responsabilités, fût-ce par une éducation appropriée, afin que le message audiovisuel ne devienne pas l'obligatoire, permanent, exclusif et souvent médiocre compagnon de la vie quotidienne. Le danger des médias en tant que mode d'acquisition de la culture est d'encourager une culture passive incitant au dilettantisme et à la paresse, dégradant l'attention, la mémoire et l'expression, alors que la culture doit être par essence dynamique et active. En France, comprenant le bon langage alors que le français est déjà si menacé à l'étranger, grande est ainsi la tentation des producteurs et réalisateurs de cinéma, de la radio et de la télévision, ainsi que des patrons de la grande presse et certains éditeurs producteurs de se comporter dans l'actuelle société de consommation comme les font les maîtres de la publicité et de viser l'inconscient ou le subconscient psychique, qu'on pense au pouvoir hypnotique du cinéma, à sa faculté de susciter l'angoisse, la terreur ou
les larmes d'émotion, l'affectivité, les sens, les besoins de rêve et de quiétude, si artificiellement recherchés par la drogue, les réflexes plutôt que la réflexion, si louable que soit donc la démocratisation de la culture, objectif de tous ceux qui ne poursuivent pas le seul profit ou l'endoctrinement, c'est un but qui ne saurait être menacé à bien sans le plus grand discernement. Quant à l'utilisateur, c'est à lui qu'il appartient en dernier ressort d'opérer les sélections de temps et de sujets nécessaires. À cet égard, non plus une éducation des masses auditrices, des spectatrices et lectrices, et ceci dès l'école, ne serait pas superflu. Une fois de plus, il faut en revenir à l'homme pour qu'armé et éduqué, il puisse non subir ce que d'autres ont décidé pour lui, mais choisir ce qui convient le mieux à son développement personnel et repousser le reste. L'essentiel de son enrichissement doit continuer à provenir de son hérédité sociale, de son environnement, dans ce qu'une saine éducation aura permis d'apporter en qualité et en qualité de fond de sa culture, et avant tout de sa propre volonté. L'effort personnel demeure plus que jamais essentiel. Les techniques de diffusion collective ne sont si perfectionnées soient-elles, que des instruments, l'emprise des médias dans la société contemporaine est donc à la fois fascinante et inquiétante. Le bon usage qu'en font producteurs et consommateurs est donc capital puisqu'il s'insère désormais dans les besoins fondamentaux de l'homme moderne, lequel se passe aussi mal d'un poste radio ou de TV que du pain ou du vin. Or, ce bon usage ne peut reposer sur un code de conduite ou mieux encore un sens moral, alors que le sexe et la violence prennent, surtout aux yeux des jeunes, une place excessive et dangereuse. Cela des exigences que l'Occident, et il n'est pas le seul, semble avoir souvent perdu de vue. Une vision très pessimiste, à notre avis, de l'avenir de la culture a paru prévaloir au cours des années récentes. On a parlé du malaise culturel, du destin de la culture ou même de perdition. Trois livres en particulier ont paru presque simultanément à ce sujet en 1987. L'éloge des intellectuels de Bernard-Henri Lévy, La défaite de la pensée d'Alain Finkielkraut et L'âme des armées de l'universitaire américain Alan Bloom. Il ne semble pas réaliste de prévoir une déchéance plus ou moins proche de la culture. Le débat au cours de ce siècle finissant n'a sans doute jamais été aussi grave. C'est un combat entre intellectuels qui se veulent tantôt uniques représentants de la culture traditionnelle, tantôt défenseurs d'une certaine culture de masse, au sein de la nouvelle culture, laquelle prévaudra à l'avenir de la concurrence ou de la complémentarité entre formes anciennes et nouveaux médias, comme les vagues mouvantes à la surface de la mer et les constances de ses profondeurs où la culture se situera-t-elle. Voilà, c'est la fin de ces passages choisis. Si vous souhaitez découvrir d'autres livres, n'hésitez pas à vous abonner et d'aller voir sur la chaîne. Bien à vous.